Vous êtes en France. Alors, qu'est-ce que ça en dit d'abord aussi justement de la psychologie collective. Alors, vous étiez à Moscou, vous connaissez la Russie, de la psychologie collective des Russes qui ont entendu, j'imagine, très très nombreux, pendant 1h10, ce discours, mélange de références historiques, de sa vision de la Russie ancestrale, mélange de sa vision de la Russie moderne. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir finalement dans l'image qu'ils ont presque sublimée de la Russie que leur ont donnée Vladimir Poutine? Oui, et d'ailleurs, je voudrais aussi parler de ce moment qui est incroyable où il humilie cette personne et on comprend que tout ça, ça a été orchestré, minuté et préparé. Ça revient en fait à l'idée, je pense, principale qu'il faut avoir en tête pour comprendre la Russie. La Russie veut être respectée. Et pour être respectée, elle veut être crainte. Donc, on pense à ce qu'il a fait avec ce représentant de la Douma, mais aussi aux 190 000 hommes qui sont postés sur la frontière. C'est un jeu politique de la Russie de dire je vous montre de quoi nous sommes capables. Mais je ne pense pas une seconde, et je pense que la plupart des spécialistes sont d'accord pour dire qu'on ne s'attend pas à un conflit de grande envergure, et on ne pense pas non plus que l'Europe va répondre avec la même envergure. Pour revenir à l'idée de la Russie et de l'Ukraine, effectivement, il y a cette idée de Rousse, de Kiev, qui était un des centres du pouvoir dans l'histoire de la Russie il y a 600 ans. Il faut se souvenir que c'était une grande nation avec des baronnies et des représentants. Mais si vous voulez, aujourd'hui, le message de Moscou est clair. Il dit l'Ukraine, c'est notre chasse gardée. Il y a ici, on parle de 2 provinces de 3,5 millions d'habitants, dont à peu près un tiers ont déjà un passeport russe. Et qui sont ouvertement pro-russes. Mais plus que ça, il ne parle pas que de chasse gardée, puisqu'en fait, il transforme l'Ukraine en pays potentiellement agresseur dans son message d'hier. Il dit qu'en fait, c'est potentiellement une puissance nucléaire, c'est un pays génocidaire, c'est un pays qui accueille la CIA et l'armée américaine se cachant à peine de ne pas être membre de l'OTAN, et il parle aux Russes en leur disant « mais nous sommes en danger d'être nous-mêmes envahi par l'Ukraine, ce qu'à part les Russes, peu de gens croient aujourd'hui sur la planète. » Oui, mais il faut savoir aussi que l'Ukraine, depuis à peu près 20 ans, est l'un des plus grands bénéficiaires d'aide financière de USAID de l'Amérique, avec l'Égypte et d'autres pays. Effectivement, l'Ukraine est vue comme sous, pas protectorat, mais en tout cas influence de Washington. Et c'est exactement ce que Poutine donc essaye de contrer. Mais je pense qu'il faut voir à travers tous ces jeux politiques et ces jeux de rhétorique et cette mise en scène. Elle est vraiment très très claire pour quelqu'un qui connaît la Russie. Et aujourd'hui, Poutine va cimenter aussi son pouvoir en Russie avec cette action. Mais souvenons-nous ce qui s'est passé en Ukraine. Il les appelait les Vejlivi Ljudi, les hommes polis. Il n'y a pas eu d'effusion de sang. Il y a des hommes qui avaient, vous vous souvenez, des uniformes sans écusson et Crimée, qui ont pris le pouvoir et le contrôle. Vous vous souvenez de cet épisode? Bien sûr, de l'annexion de la Crimée. Oui. Voilà, et d'ailleurs, moi je suis allée en Crimée juste quelques mois plus tard, et tout le monde là-bas parlait russe et non pas ukrainien. Et la Crimée a pas toujours été russe, mais depuis le 19e siècle en tout cas, c'était un territoire russe, et il l'avait donné à l'Ukraine parce que c'était plus facile d'une façon de gérer pour l'Ukraine de gérer la Crimée. Mais la Crimée avait toujours été russe. Ça, c'est aussi un point important. Vous savez, il y a 2 principes de droit internationaux qui s'opposent. Il y a le droit du respect de la souveraineté, de l'intégralité territoriale, et il y a le droit à l'autodétermination. Et ces 2 principes sont d'ailleurs au fondement même de toutes nos grandes institutions internationales. Et elles s'affrontent sur ce sujet, comme elles se sont affrontées aussi pour la Crimée en 2014. Alors je voudrais nous ramener, puisqu'on est dans une émission en principe consacrée à l'élection présidentielle française, nous ramener donc...
Deuxième partie de cet objectif Élysée. Donc on a vu une partie, en tout cas, de l'allocution il y a quelques jours à Moscou d'Emmanuel Macron. Astrid Wendland, à nouveau, c'est dans la forme et dans le fond quand on voit la manière d'expliquer par le rationnel, la manière dont il pense pouvoir arriver à des résultats, et qu'on sait aujourd'hui la décision de Moscou. Il n'y avait pas grand-chose à discuter et à obtenir de Vladimir Poutine. Est-ce que donc il y a un risque d'effet boomerang vers Emmanuel Macron, sur le fond en tout cas? Non, je ne crois pas. Mais par contre, est-ce que vous avez remarqué le regard de Poutine porté sur Macron? Il y avait quelques instants qui trahissaient un peu du dédain, qui regardaient un peu Macron de haut. Et ça aussi, c'est voulu. C'est-à-dire que Poutine veut que son peuple voit son leader portant un regard qui rabaisse un peu le leader français. Vous savez, c'est très intéressant en Russie. Les Russes, les médias russes portraient l'Europe souvent comme une nation, des pays aux mœurs décadentes, incontrôlables. On a toujours des grèves, c'est le bazar chez nous, et chez eux tout va bien. C'est vraiment l'image que l'on projette en Russie. Je vous interromps, c'est l'image dominante dans l'opinion russe, ou c'est l'image qui est entretenue par une partie des élites russes? Non, c'est l'image entretenue par les médias qui sont tous contrôlés par le Kremlin aujourd'hui. Il n'y a presque plus de médias indépendants en Russie, ils n'existent plus. Ils ont tous été soit déclarés agents étrangers ou expulsés. Aujourd'hui, il n'y a vraiment pratiquement plus de liberté d'expression en Russie. C'est un vrai sujet. Je veux dire, on parle de la Chine, mais la Russie, c'est un peu la même chose. Donc, les médias, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça, je regardais ce film que vous nous avez montré, où on voit le regard de Poutine, qui vraiment regarde le président de haut, et il veut que son peuple voit ça. Et Macron, évidemment, n'avait pas d'autre choix que d'aller à Moscou. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de parlementer et d'obtenir ce fameux sommet qui, sans doute, va ne pas se passer. Mais là, on attend tous la réunion ce soir du Conseil de sécurité. Donc, on va voir ce qui se passe. Là, on est vraiment en temps réel. Mais Macron, aujourd'hui, comme il y a la présidence tournante de l'Union européenne, aussi, il ne va pas seulement en tant que leader français, mais leader européen. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la Russie, c'est une démonstration d'autorité, de force, et ça ne se reproduise pas. Je pense que tout ça est très, très, très bien calculé. Démonstration de force, Pierre Vercotteren, soldée, on peut le dire, par, en tout cas, les premières sanctions annoncées. Puis, à nouveau, il n'y a pas de nouvelle guerre au sens littéral, mais est-ce que la population russe, enfin, telle en tout cas, vous l'anticipez, est prête à suivre? Elle a quand même des expériences amères des conflits armés, dans sa chair et dans l'imaginaire, le narratif russe quand même. Les guerres, c'est quand même fondamentalement important dans l'histoire de l'URSS et de la Russie. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est prête à suivre éventuellement Vladimir Poutine dans l'épisode suivant de son aventure, s'il devait y avoir un autre scénario de conflit plus large en Ukraine? Alors, oui, donc je pense que le peuple russe, évidemment, ne veut pas la guerre, mais il y a une certaine fierté nationale que Vladimir Poutine arrive à éveiller, à exciter et à faire en sorte que les Russes disent eh bien, il faut absolument que nous affirmons notre pouvoir, notre puissance. Je pense aujourd'hui, il y a deux choses aussi que l'on n'a pas mentionnées. C'est très bien peut-être de faire des sanctions contre la Russie, mais vous savez, il y a un principe en diplomatie qui s'appelle la réciprocité. Donc, il faut s'attendre à ce que nous aussi, on ait des sanctions. Et n'oublions pas qu'à peu près un tiers du gaz que nous consommons en Europe vient d'où? De Russie. Donc, voilà, donc il y a la première chose, c'est-à-dire que aussi, je pense que chez nous, Européens, est-ce qu'on a comme ça 90 000 hommes que l'on peut poster sur une frontière en quelques jours? Non. Est-ce qu'on est capable, nous, Europe, d'avoir une réponse unie, rapide, comme la Russie? Non. Je pense que ça aussi, Poutine voulait nous le faire comprendre pour se faire respecter. Je reviens à ce que je disais plus tôt. Et puis, je pense aussi, en ce qui concerne les manœuvres en Ukraine, dans la région de Lugansk et du Donbass, je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a reconnu l'indépendance de ces deux républiques. Et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait tout de suite une annexion. C'est quelque chose qui va se faire progressivement,
et peut-être sans effusion de sang, ou on l'espère pas trop. Mais peu, en tout cas, d'analystes et de spécialistes de la Russie s'attendent à un conflit d'une grande envergure qui va s'ancrer dans le temps. Je pense que c'est vraiment une démonstration de force, et c'est pour ça, d'ailleurs, que la diplomatie a encore un espoir. Federico Sapodi, alors comment se fait-il qu'on a tellement crié au loup du côté américain ? La parole rapidement à Astrid Wetland qui voulait faire une précision avec une question concernant la capacité qu'a la Russie au nom, demain, d'annexer en tant que telle l'Ukraine. Mais oui, parce que tout le monde se dit, mais ça y est, ils vont pas prendre juste Lugansk et Donetsk, ils vont prendre toute l'Ukraine. Mais la réalité économique de la Russie, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et pourquoi ils le feraient ? Déjà, la majorité du peuple russe vit dans une pauvreté, une précarité assez remarquable. Donc la Russie n'a pas les moyens de le faire. C'est d'impressionner. Je pense que effectivement, il faut faire très attention, mais il ne faut pas s'attendre à ce que Moscou et l'armée russe envahissent toute l'Ukraine pour la dominer. Ça, alors, je crois que... on est pendant ce temps-là en pleine campagne électorale en France. Je rappelle quand même que